Note 3. La jaquette, le mur, les tables. En parcourant ce que j'ai écrit hier, je m'aperçois que mes descriptions ne sont pas suffisamment claires. Elles le sont certainement assez pour le premier venu d'entre nous. Mais il se peut qu'elle ne le soit pas pour vous, inconnu, auquel l'intégrale apportera mes notes et qui n'avait lu le livre de la civilisation que jusqu'à la page où s'étaient arrêtés nos ancêtres il y a 2000 ans. Il se peut même que vous ne connaissiez pas certains éléments comme les tables des heures, les heures personnelles, la norme maternelle, le mur vert, le bienfaiteur. Il me paraît à la fois drôle et très difficile de parler de tout cela. C'est comme si un écrivain d'un siècle passé, du XXe si vous voulez, avait été obligé d'expliquer dans ses romans, ce qu'est une jaquette, un appartement, une femme. Si son roman avait été traduit pour les sauvages, aurait-on pu éviter des notes explicatives au sujet du mot jaquette? Je suis sûr que le sauvage, après avoir considéré la jaquette, aura dû se dire, à quoi bon cela? Ce n'est qu'une gêne. Je suis sûr que vous aurez la même pensée quand je vous aurai dit que, depuis la guerre de 200 ans, aucun d'entre nous n'a franchi le mur vert. Cependant, chez lecteur, réfléchissez un peu, cela aide beaucoup. C'est bien simple, toute l'histoire de l'humanité, autant que nous le savons, n'est que l'histoire du passage de la vie nomade à une vie de plus en plus sédentaire. La nôtre, est en même temps la plus parfaite? Les hommes n'ont voyagé d'un bout du monde à l'autre qu'aux époques préhistoriques, au temps des nations, des guerres, du commerce, de la découverte des deux Amériques. Qui, à l'heure actuelle, a besoin de tout cela? Je veux bien que l'habitude de cette vie sédentaire n'ait pas été acquise sans peine, ni d'un seul coup. Lorsque, au temps de la guerre de 200 ans, toutes les routes ont été détruites et se sont recouvertes d'herbe, vivre dans des villes séparées l'une de l'autre par des immensités vertes apparues au début très incommodes. Mais après? Après que l'homme eut perdu sa queue, il n'a pas dû apprendre en un jour à chasser les mouches sans l'aide de celle-ci et cependant, maintenant, pouvez-vous vous voir avec une queue? Ou bien, si vous voulez, pouvez-vous vous représenter nu, sans jaquette, dans la rue? Il se peut que vous vous engonciez encore dans ces vêtements.
C'est exactement la même chose pour moi, je ne peux me présenter la ville non entourée du mur vert, je ne peux m'imaginer une vie que ne recouvre pas les vêtements chiffrés des tables. Les tables. Collées sur le mur de ma chambre, leurs chiffres pourpres sur fond or me regardent d'un air à la fois sévère et tendre. Ils me rappellent malgré moi ce qu'autrefois on appelait l'icône et me donnent envie de composer des vers, ou des prières, c'est eux qui revient au même. Ah, que ne suis-je poète pour vous chanter comme vous le méritez, ô table, cœur époux de l'état unique. Nous tous, et peut-être vous aussi, avons lu, étant enfants, à l'école, le plus grand de tous les monuments littéraires anciens parvenus jusqu'à nous, l'indicateur des chemins de fer. Mettez-le à côté des tables et vous aurez le graphite et le diamant. Tous deux sont constitués de la même matière, de charbon, mais comme le diamant est transparent et éternel. Comme il brille, quel est celui qui ne perd la respiration en parcourant les pages de l'indicateur? Eh bien, les tables des heures, elles ont fait de chacun de nous un héros épique à 6 roues d'acier. Tous les matins, avec une exactitude de machine, à la même heure et à la même minute, nous, des millions, nous nous levons comme un seul numéro. À la même heure et à la même minute, nous, des millions à la fois, nous commençons notre travail et le finissons avec le même ensemble. Fondus en un corps aux millions de mains, nous portons la cuillère à la bouche à la seconde fixée par les tables. Tous, au même instant, nous allons nous promener, nous nous rendons à l'auditorium, à la salle des exercices de Taylor, nous nous abandonnons au sommeil. Je serai franc, nous n'avons pas encore résolu le problème du bonheur d'une façon tout à fait précise. Deux fois par jour, aux heures fixées par le table, de 16 à 17 heures et de 21 à 22 heures, notre puissant et unique organisme se divise en cellules séparées. Ce sont les heures personnelles. À ces heures, certains ont baissé les rideaux de leur chambre, d'autres parcourent posément le boulevard en marchant au rythme des cuivres, d'autres encore sont assis à leur table, comme moi actuellement. On me traitera peut-être d'idéaliste et de fantaisiste, mais j'ai la conviction profonde que tôt ou tard, nous trouverons place aussi pour ces heures dans le tableau général. Et qu'un jour, les 86 400 secondes entreront dans les tables de heures.
j'ai eu l'occasion de lire et d'entendre beaucoup d'histoires incroyables sur les temps où les hommes vivaient encore en liberté, c'est-à-dire dans un état inorganisé et sauvage. Ce qui m'a toujours paru le plus invraisemblable est ceci: comment le gouvernement d'alors, tout primitif qu'il ait été, a-t-il pu permettre aux gens de vivre sans une règle analogue à nos tables, sans promenades obligatoires, sans avoir fixé d'heures exactes pour les repos? On se levait et on se couchait quand l'envie vous en prenait, et quelques historiens prétendent même que les rues étaient éclairées toute la nuit et que toute la nuit on y circulait. C'est une chose que je ne puis comprendre. Quelque trouble qu'ait été leur raison, les gens ne devaient pourtant pas être sans s'apercevoir qu'une vie semblable était un véritable assassinat de toute la population, un assassinat lent qui se prolongeait de jour en jour. L'État, par un sentiment d'humanité, avait interdit le meurtre d'un seul individu, mais n'avait pas interdit le meurtre progressif de millions d'individus. Il était criminel de tuer une personne, c'est-à-dire de diminuer de 50 ans la somme des vies humaines. Mais il n'était pas criminel de diminuer la somme des vies humaines de 50 millions d'années. Cela prête au rire. N'importe lequel de nos numéros de 10 ans est capable en 30 secondes de comprendre ce problème de morale mathématique. Alors que tous leurs camps réunis ne le pouvaient pas, aucun d'eux n'avait jamais pensé à établir un système d'éthique scientifique, basé sur les opérations d'arithmétique. N'est-il pas absurde que le gouvernement d'alors, puisqu'il avait le toupet de s'appeler ainsi, ait pu laisser la vie sexuelle sans contrôle? N'importe qui, quand ça lui prenait. C'était une vie absolument ascientifique et bestiale. Les gens produisaient des enfants à l'aveuglette, comme des animaux. N'est-il pas extraordinaire que, pratiquant le jardinage, l'élevage de volailles, la pisciculture, nous savons de sources sûres qu'il connaissait ces sciences, il n'ait pas su s'élever logiquement jusqu'à la dernière marche de cet escalier, la puériculture. Ils n'ont jamais pensé à ce que nous appelons les normes maternelles et paternelles. Ce que je viens d'écrire est tellement invraisemblable et tellement ridicule, que je crains, lecteurs inconnus, que vous ne me preniez pour un mauvais plaisant. Vous allez croire que je veux simplement me payer votre tête en vous racontant des balivernes sur un ton sérieux?
Pourtant je ne sais pas blaguer, car dans toute blague le mensonge joue un rôle caché. Et, d'autre part, la science de l'état unique ne peut se tromper. Comment pouvait-on parler de logique gouvernementale lorsque les gens vivaient dans l'état de liberté où sont plongés les animaux, les singes, le bétail? Que pouvait-on obtenir de lorsque, même de nos jours, un écho simiesque se fait encore entendre de temps en temps? Mais, fort heureusement, cela n'arrive que rarement. Et c'est une petite question de mise au point, il est facile d'y remédier sans arrêter la marche éternelle de toute la machine. Pour remplacer la clavette tordue, nous avons la main habile et puissante du bienfaiteur, nous avons l'œil exercé des gardiens. À propos, je me souviens d'avoir vu le type courbé en S, rencontré hier, sortir plusieurs fois du bureau des gardiens. Cela m'explique le respect instinctif que j'ai eu pour lui et ma gêne lorsque cet étrange en sa présence. Il faut reconnaître que cette on sonne pour le coucher, il est 22h 30. À demain. Note 4. Le sauvage et le baromètre. Épilepsie. Jusqu'à présent, tout m'avait paru clair, c'est pourquoi j'ai une certaine partialité pour ce mot, clair. Mais aujourd'hui je ne comprends pas. Tout d'abord, j'ai réellement été convoqué à l'auditorium 112, comme elle me l'avait dit. Bien que la probabilité fût seulement de 500 sur 10 millions, ce qui fait 1 sur 20 000, 500 est le nombre des auditoria, 10 millions celui des numéros. Ensuite, mais procédons par ordre. L'auditorium est un immense demi-globe de verre traversé par le soleil. Il est coupé des rangées circulaires de têtes roses et lisses, semblables à des sphères. Je regardais autour de moi avec des battements de cœur. Me demandant si je n'allais pas apercevoir, sur les vagues bleues des uniformes, le croissant rose, les chères lèvres de haut. J'entrevis des dents extraordinairement blanches et pointues, comme celles. Mais non, ce n'était pas elle. Le soir, à 21h, O devait venir me voir. Et mon désir de la rencontrer était tout à fait naturel. Un signal.
Nous nous levâmes pour entonner l'hymne de l'État unique. Que l'estrade apparut notre spirituel phonolecteur, tout brillante avec son haut-parleur d'or. Numéro. Nos archéologues ont mis au jour un livre du XXe siècle. Un auteur ironique y raconte l'histoire du sauvage et du baromètre. Un sauvage avait remarqué qu'il pleuvait chaque fois que le baromètre s'arrêtait sur pluie. Un sauvage couvert de plumes apparaît sur l'écran, il fait couler le mercure du baromètre, rire. Vous riez. Mais ne croyez-vous pas que l'Européen de ce temps était beaucoup plus risible? Tout comme le sauvage, il désirait la pluie avec une minuscule, une pluie algébrique. Mais il restait devant le baromètre comme une poule mouillée. Le sauvage, au moins, était beaucoup plus hardi et possédait une certaine logique. Bien que barbare, il avait su voir la relation entre la cause et l'effet. En vidant le réservoir de mercure, il faisait un premier pas sur le grand chemin que, depuis. À ce moment, j'écris sans rien cacher, je le répète, je devins comme imperméable au courant vivifiant qui se déversait du haut-parleur. Il me sembla que j'étais venu inutilement, c'est tout à fait extraordinaire, comment aurais-je pu ne pas venir, puisque j'avais été convoqué ici? Il me sembla que tout était vide, comme un coquillage. Je n'arrivais à concentrer mon attention qu'avec peine, au moment où le phonolecteur passa au sujet principal, note musique, sa composition mathématique. La mathématique étant la cause et la musique l'effet. Il décrivit un appareil récemment inventé, le musicomètre. En tournant cette manette, n'importe qui parmi vous peut produire jusqu'à 3 sonates à l'heure. Comparez cette facilité à la peine que devaient se donner vos ancêtres pour le même résultat. Ils ne pouvaient composer qu'en se plongeant dans un état d'inspiration, forme inconnue d'épilepsie. Voici un spécimen très amusant de ce qu'ils obtenaient, un morceau de scriabine, du XXe siècle. Cette boîte noire, un rideau s'ouvrit sur l'estrade, découvrant un instrument ancien. Cette boîte noire était appelée piano. Je ne me souviens plus du reste, probablement parce que
Je le dirai sans embâge, parce que il s'approcha du piano. Et je fus sans doute frappé par son apparition inopinée sur l'estrade. Elle portait un costume fantastique d'une époque passée, son corps était serré dans une robe noire qui faisait vivement ressortir la blancheur de ses épaules et de sa poitrine. Sa respiration soulevait cette ombre tiède entre les seins. Et ses dents éblouissantes, presque blanches. Elle laissa tomber sur nous un sourire qui était presque une morsure. S'assit et commença de jouer. Cette musique était sauvage, nerveuse, bigarrée, comme leur vie alors, sans l'ombre de mécanisme rationnel. Ceux qui m'entouraient riaient et avaient certainement raison. Quelques-uns seulement, mais pourquoi moi aussi je? Oui, l'épilepsie est une maladie mentale, une souffrance. D'abord douce et lente, la morsure devient toujours plus profonde. Et, lentement, le soleil. Ce n'est pas notre soleil bleu cristal dans la lumière égale traverse les tuiles de verre, non, c'est un soleil sauvage, destructeur, brûlant et réduisant tout en miettes. Le type assis à ma droite tourna la tête vers moi et se mit à ricaner. Je me souviens très bien avoir vu éclater sur ses lèvres une bulle. Me fit reprendre mes sens. J'étais de nouveau moi-même. Comme tout le monde, je n'entendais que le bruit vain des cordes. Et éclatais de rire. Tout redevenait facile et simple. Cet habile phonolecteur nous avait fait un tableau trop vivant de cette époque sauvage. Aussi avec quel plaisir écoutais-je notre musique moderne dont un morceau nous fut joué ensuite pour montrer le contraste. C'étaient des gammes cristallines, chromatiques, se fondant et se séparant en séries sans fin, c'étaient les accords synthétiques des formules de Taylor, de Maclaurin, les marches carrées et bienfaisantes du théorème de Pythagore, les mélodies tristes des mouvements oscillatoires, les accords coupés par les raies de Fraunhofer, de l'analyse spectrale des planètes. Quelle régularité grandiose et inflexible. Et combien pitoyable, en regard de cette musique, paraissait celle des anciens, libre, absolument illimitée, sauf en ce qui concernait sa fantaisie sauvage. On sortit de l'auditorium comme à l'ordinaire, par quatre.
La silhouette en S passa près de moi et je m'inclinai respectueusement. La chair haut devait arriver 1 heure après. Je sentis un doux émoi me pénétrer. Arrivé à la maison, je courus au guichet, montrai au gardien mon ticket rose et reçus en échange la permission d'utiliser les rideaux. Nous n'avons ce droit qu'aux jours sexuels. D'habitude, dans nos murs transparents et comme tissés de l'air étincelant, nous vivons toujours ouvertement, lavés de lumière. Car nous n'avons rien à cacher. Et ce mode de vie allège la tâche pénible du bienfaiteur. Autrement, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Il se peut que les demeures opaques des anciens aient engendré chez eux leur misérable psychologie cellulaire. Ma sick maison est ma forteresse, ils auraient pourtant pu réfléchir davantage. À 22 heures, je baissai les rideaux et, au même instant, la souriante eau entra, un peu essoufflée. Elle me tendit sa petite bouche rose du billet. Et ne put m'arracher de la bouche rose jusqu'au dernier moment, 22h15. Je lui montrai ensuite mon journal et lui parlais, fort bien je crois, de la beauté du carré, du cube, de la droite. Elle écoutait d'un air rose, charmant, et une larme, puis une autre, puis une troisième, tombèrent sur la page ouverte, c'était la page 7. Les lettres se brouillèrent. Et je fus obligé de recopier le passage. Cher D, si seulement vous, si vous. Eh bien, quoi, si? C'est encore sa vieille chanson, elle veut un enfant. À moins que peut-être, quelque chose de nouveau, concernant l'autre. Quoique, mais non, ce serait absurde.